Mes chers amis téléspectateurs, chers amis de notre chaîne et votre chaîne Gaon Chaste, bonsoir. Bienvenue dans notre émission consacrée aujourd'hui à un autre ouvrage intitulé, cette fois-ci, Ils ont tué la République rwandaise. Bien sûr, c'est un livre que peut-être vous connaissez ou dont vous avez entendu parler. Et c'est un livre qui vient du chercheur et écrivain, monsieur le major Neretse Emmanuel. À travers ce livre, l'auteur livre une autocritique sans détour sur l'histoire politique du Rwanda en revenant sur les événements, les erreurs et tout ça de notre histoire, surtout ces dernières 30 années. Je ne suis pas seul ce soir, comme d'habitude, j'ai invité mes collaborateurs et en premier lieu, je donne la bienvenue à Madame Kamiruninya. Bienvenue, ma chère. Bonsoir Chaste, bonsoir à tout le monde, bonsoir Jean-Jacques Bosco, bonsoir à nos auditeurs. Bonsoir, bonsoir. Jean-Jacques Bosco, comment allez-vous de Euh, Vancouver? Merci Chaste. Bonsoir Madame Ekami Racher Kuninya. Bonsoir Chaste Gahundi. Bonsoir également à nos auditeurs. Ici à Vancouver, nous allons très très bien. Il fait beau ici à Vancouver. Ah oui, également, nous aussi également. Sauf que nous, je crois que ça commence à dépasser. On est au-delà de 30 degrés, ça commence à faire, ça commence à faire des dégâts. Alors, OK. Donc, ce soir, on s'était convenu qu'on allait parler de ce livre. C'est un ouvrage très intéressant, aussi qui parle de notre histoire, hein, l'histoire de la République rwandaise. Et là, on va faire une autocritique, comme il le dit dans ce livre. Mais avant tout, je vais d'abord demander à l'auteur lui-même de nous présenter son ouvrage. Et ça n'a pas été possible qu'il soit avec nous ce soir, mais quand même, il nous a envoyé un message qu'il convient d'écouter. Alors, je vous invite à suivre cette petite présentation. Bonjour, je m'appelle Emmanuel Neretse et je suis belge d'origine rwandaise selon certains et rwandais résidant en Belgique selon d'autres, mais ils ont tous raison. Au Rwanda même, j'ai été de 1975 à 1994 membre des forces armées rwandaises, les phares. Ce qui veut donc dire que j'ai été observateur et même acteur des événements qui se sont produits au Rwanda depuis 1990 à 1994, c'est-à-dire la guerre lancée par les éléments tutsis de l'armée ougandaise sous le sigle de FPR. Et c'est après cet événement que j'ai donc commencé à réfléchir. Je me suis posé des questions. Je me suis interrogé sur les événements. J'ai émis des critiques. J'ai émis des espoirs aussi. Et c'est ainsi que j'ai consigné le tout dans un livre intitulé « Ils ont tué la République ». Et ce livre a été publié en septembre 2019. Dans ce livre, donc, je me suis posé la question de savoir pourquoi est-ce que les héritiers, ceux qui ont hérité de la République issue
de la révolution de 1959 qui avait dit non à la monarchie féodale et qui avait opté pour la République. Et ces acteurs n'ont pas pu sauvegarder les acquis de la Révolution. Pourquoi et comment? Je me pose aussi la question dans ce livre, quelles sont les erreurs qui ont été commises par les uns et les autres, les acteurs politiques, les forces armées de défense qui devaient défendre cette République. Et en me posant cette question et en énonçant cette critique, je ne voudrais pas que je ne me livrerai pas à une critique pour dénoncer certains et encore moins pour exonérer d'autres. Non, je mets chacun devant ses responsabilités, devant l'histoire. Et alors, vous me demanderez, mais le titre qui dit « Ils ont tué la République », qui sont ceux qui ont tué la République? Moi, je les classe dans 3 catégories. Et c'est ce que j'ai conseillé dans mon livre. Il y a d'abord ceux qui voulaient que cette République naît après 59, et ceux qui voulaient qu'elle meure, c'est-à-dire les nostalgiques du régime féodo-monarchique renversé en 59. Et là, ce sont les descendants de ces monarchistes qui ont repris le pouvoir en 1994 et qui ont installé au Rwanda un régime quasi féodo-monarchique comme vous en connaissez. Bon, ils ont tué la République parce qu'ils voulaient qu'elle meure. Mais aussi, ont tué la République ceux qui, par erreur, par incompétence ou même par traîtrise, ont permis à ces descendants des féodaux monarchiques de tuer la République. Et aussi, ils ont participé à la mort de la République. Et troisièmement, il ne faut pas fuir la responsabilité. Ce sont les forces de défense qui n'ont pas pu, peut-être par faute de moyens ou par mauvaise stratégie ou par mauvaise appréciation, ils n'ont pas pu défendre la République comme ils en avaient juré et même au prix de leur sang. Et voilà, c'est ce que j'ai consigné dans ce livre. Et en très peu de mots, c'est une analyse critique, mais aussi je forme en terminant l'espoir et toujours sous forme de question en me demandant est-ce que les jeunes générations qui ont constaté l'état actuel du Rwanda où règne encore une monarchie féodale et qui a remplacé la République, qu'est-ce qu'ils souhaiteraient au Rwanda si jamais le peuple parvenait à encore y installer une république démocratique et souveraine comme celle qui a été installée avec la révolution de 1959, mais qu'ils ont tuée. Voilà, je vous remercie. Nous disons merci au major Neretse qui présente son livre. Et Jean-Jacques Bosco, vous avez eu le temps d'éplucher le livre en entier. Madame Camerouninia aussi est au courant du livre. Et là, aujourd'hui, nous voulons en parler. Qu'est-ce que vous pensez de ces 3 catégories dressées par l'auteur lui-même, notamment ceux qui voulaient que la République ne naisse jamais,
et c'est là même qui la voulait voir morte, en fait. Et puis, il y a ceux-là qui avaient la responsabilité de la défendre. Et puis, il y en a d'autres aussi qui avaient d'autres, peut-être, d'autres idées derrière, qui croyaient qu'ils allaient améliorer la situation, mais qui ont vu la chose mal tourner. Qu'est-ce que vous pensez de cette catégorisation, tout d'abord? Oui, Chaste, merci beaucoup de poser la question. D'abord, je dois brandir, comment appelle-t-on là, donc, le bravoure, sinon la sagacité et également la bonne présentation de ce livre. Ils ont tué la République rwandaise, l'histoire d'un retour à la féodalité Tutsi. Donc, c'est ça le livre. Et puis, c'est comme bah, c'est d'Emmanuel Neretse. Mais j'ai eu aussi le privilège d'avoir lu son premier livre intitulé Grandeur et décadence des forces armées rwandaises. Ceci dit, donc, j'ai plus ou moins un condensé de sa thèse. Alors, très rapidement, comme tu viens de le poser, sinon de le mentionner, j'ai été fasciné par la manière dont il a épinglé ces trois catégorisations, à savoir ceux qui ne voulaient pas que donc la République naisse, à savoir les Tutsis qui ont fui le Rwanda dès les années 59, puis en Ouganda, et à travers leurs enfants et eux-mêmes sont revenus au Rwanda pour conquérir le Rwanda encore en 1994. Et puis la deuxième partie, c'était donc qu'il a mentionné, c'était les erreurs des politiciens, à savoir d'abord les politiciens de la Première République, donc du temps du président Grégoire Kayibanda, et également beaucoup plus sur la Deuxième République dirigée par le général-major Juvenal Abiyarimana et donc ses amis qui ont sapé pratiquement donc la République rwandaise, plus aussi les partis d'opposition qui ont surgi dans les années 91 jusqu'en 94, quand donc le Rwanda, sinon cette République démocratique est tombée. Et enfin, bah, j'ai beaucoup aimé aussi qu'il touche à la faiblesse, sinon donc aux erreurs des forces armées rwandaises que nombreux n'admettent pas. Mais lui, en tant que donc major dans l'armée régulière rwandaise qui a fini en 94, l'admet, et il était aussi, comme il le dit, acteur et également donc auteur donc de l'époque. Alors donc, partant de ma lecture, j'ai vu que c'est un livre donc très intéressant, très éducatif et très analytique. C'est cela que je peux donc dire comme quelqu'un qui l'a lu deux fois de suite. Merci beaucoup, merci beaucoup. Madame Kamiru Nyinya, vous suivez de près la politique rwandaise et puis vous suivez aussi l'évolution de l'histoire récente de notre pays. Est-ce que vous êtes d'accord que on est retourné à la féodalité au Rwanda? Ah oui, tout à fait. Tout montre qu'il n'y a plus de république, il n'y a pas de démocratie. Le peuple n'a rien à dire, il doit suivre à la baguette. Et voilà. Mais moi, je pense que c'est surtout dû au fait que, enfin, sûrement, je n'ai pas encore eu l'occasion de lire le livre de M. Nélété, qui, le connaissant, doit l'avoir bien écrit parce qu'il a une très belle plume. Mais je pense que déjà, à partir de 59, la République était très fragile. Était très fragile et les politiciens de l'époque n'ont pas su préserver ce qu'ils avaient pu, ce qu'ils avaient acquis, parce que très vite, il y a eu des divisions parmi ceux qui étaient ensemble, qui ont été ensemble pour faire tomber la monarchie. Et déjà, ça, c'est une première faiblesse qui a fait que quelques années plus tard, il y a eu le coup d'État qui a renversé la Première République. Et donc, la Deuxième République n'a pas non plus appris des erreurs. Enfin, je trouve qu'elle n'a pas compris, elle n'a pas appris complètement des erreurs de la Première République.
Et donc, au lieu de renforcer les acquis ou de revoir ce qui n'a pas été, ils ont un peu persévéré dans l'erreur. Je veux dire, enfin, par exemple, en décimant les politiciens de la Première République, ça a été une erreur monumentale qui a fragilisé la Deuxième République, d'où la Troisième République, on va dire, celle qui est en place maintenant, en tout cas, on va dire que c'est la Troisième République, a pu s'appuyer dessus pour s'installer. Et en s'installant, eh ben, ça a été encore pire que tout ce qu'on avait connu. Ça a été une soi-disant république, mais en tout cas plutôt féodale. C'était plutôt... Donc oui, ce qui avait été acquis en 59 est parti petit à petit à cause des erreurs qui n'ont pas été corrigées à chaque fois que le régime changeait. Et donc voilà, donc Monsieur Neletse a bien mis le point sur ce qui n'a pas été, quoi. Oui, oui, merci beaucoup. En tout cas, je parlais à certains de nos compatriotes qui ont peur en fait de dresser le bilan parce qu'ils croient que leurs responsabilités seront ou seraient évoquées. Et il y en a pas mal aussi qui refusent de regarder la réalité et qui refusent de lire d'ailleurs, qui refusent de lire. Par contre, je voudrais leur donner un avertissement avant de lire ce livre, parce que certains pourraient dire, OK, comme c'est Emmanuel Neretse, un ancien des phares, peut-être que lui, il se dédouane et qu'il va mettre, il va coller l'étiquette aux autres acteurs. Je voudrais qu'on suive cet avertissement avant de lire ce livre. Avertissement. Cette publication n'est pas faite pour blesser qui que ce soit parmi les acteurs en scène pendant la guerre de 1990 à 1994 au Rwanda. Elle n'est donc pas dirigée contre la Première République et encore moins contre la Deuxième République, ni contre ses cadres et dirigeants pris individuellement. Elle ne constitue pas non plus une critique facile, a posteriori, qui prétendrait qu'il aurait été possible de faire mieux à l'époque, d'autant plus que l'auteur était également un acteur, certes mineur, mais qui assumait des responsabilités dans son domaine d'activité jusqu'à un certain niveau. Cette contribution constitue plutôt une autocritique sans concession sur notre responsabilité collective. Elle vise à éviter que se reproduisent les erreurs et manquements qui ont conduit à la défaite de 1994 et donc à la déchéance du système démocratique et républicain pour lequel les pionniers de 1959 s'étaient battus et l'avaient obtenu au prix du sang. Elle porte donc l'espoir que le peuple parvienne encore une fois à se débarrasser de la tyrannie et à rétablir un régime démocratique et républicain au Rwanda. Voilà, cela étant dit, Jean-Jacques, je retourne à Jean-Jacques Bosco. L'auteur parle de la responsabilité collective. Et ceci est délicat à concevoir. Si la société est encore divisée, les uns disant c'est pas nous, c'est les autres, et les autres disant aussi c'est eux. Donc, comment peut-on arriver à sentir ou bien à comprendre cette responsabilité collective? C'est-à-dire, on va prendre les trois catégories, on les met ensemble, on se dit c'est un peuple qui reconnaît que on a tous une responsabilité quelconque. Jean-Jacques, à toi la parole. Écoutez, ce que tu viens de dire, je pense que ça a du bon sens, dans le sens que on a opposé la monarchie féodale à la République démocratique pour dire que dans une monarchie, donc il y a ce que nous appelons le droit divin, c'est une seule personne qui dirige et qui concentre les trois pouvoirs, à savoir le pouvoir donc exécutif, législatif et judiciaire. Donc, c'est une seule personne qui concentre le tout, même il est homme d'affaires, il est tout. C'est ce qu'on a voulu dire, qu'au Rwanda, il y a une seule personne qui concentre tout le pouvoir.
en l'opposition, sinon en opposition, de la démocratie qu'on avait érigée dans les années 1959. Et ceci voulait qu'il y ait partage des trois pouvoirs, à savoir des institutions. Et puis, je dois rappeler, et nous devons rappeler aux gens que la révolution de 1959, ce n'était pas la révolution qui a été menée seulement par les Hutus. C'était les Hutus de concert, sinon en compagnie d'autres Tutsis, surtout du parti Rader et certains aussi du parti UNAR, qui pensaient que donc la démocratie serait une bonne façon de gouverner. Ça, je dois le marteler. Alors, ceci dit, si une partie, donc, déjà, qui ont voulu saper, et cette démocratie émane donc de certains nostalgiques de la monarchie féodale, à savoir donc les dignitaires, ce que nous appelons les dignitaires Tutsis de l'époque, qui se sont réfugiés partout dans les pays environnants, et également en passant par les leaders politiques de la Première République, qui avaient aussi eu ses acquis et qui ont essayé d'écarter d'autres, à savoir ces leaders Tutsis qui ont été tués du Lader en 1964 à Rwengeri, et également d'autres Hutus qui aussi ont été écartés pour culminer à un seul parti politique, à savoir le parti MDR parmi Hutus, qui a fini par être donc le seul parti au pouvoir, et en passant par aussi la deuxième République d'Abiyarimana, qui a éliminé, qui a remplacé les leaders de la Première République, et surtout, comme Mme Ronigna venait de le dire, en tuant certains parmi ses leaders sans aucune raison. Et pour finir, et avec une deuxième République, où c'est ce que c'est Emmanuel Neretse qui nous le dit, que certains amis du président Abiyarimana, y compris les camarades qui l'ont aidé à prendre le pouvoir, ont sapé et donc grandement cette République. Et enfin, nous allons venir aux acteurs des partis politiques de 1991 jusqu'en 1994, de l'opposition, surtout par rapport à MRND, qui a encore aggravé la situation. Et voilà que le pays est en débandade, et pour les Tutsis et pour les Hutus. Je le dis parce qu'à l'heure où nous parlons, il y a des Hutus qui sont en exil, il y a des Tutsis qui sont en exil, il y a des Hutus qui sont tués au Rwanda, il y a des Tutsis qui sont tués au Rwanda, et pratiquement on est retourné à l'oppression. Alors si ces différents leaders n'arrivent pas à comprendre que donc ils partagent la même responsabilité, ma foi, on ne peut que le regretter. Je ne sais pas si j'ai été trop loin donc de ce que tu voulais comme commentaire. C'est bien, et merci beaucoup. Par contre, là, justement, je vais faire un follow-up question. Vous parlez des camarades du 5 juillet qui auraient aussi participé à saper la République, c'est-à-dire qu'eux aussi, qui auraient eu une responsabilité flagrante dans cette affaire. D'après vous, ou bien d'après ce que vous avez lu, est-ce que ces camarades du 5 juillet, l'auraient fait sciemment ou bien l'auraient fait justement par mégarde? Alors, donc, ça, c'est donc un jugement de valeur, c'est une opinion personnelle. Ouais. Moi, je dis qu'ils l'ont fait par volonté. Et ils l'ont fait par délibération. Ils l'ont voulu. Oui. Et je m'en vais pour un exemple. Après donc le coup d'État du 5 juillet 1973, il aurait fallu que donc ces militaires, ces 11 camarades, restituent le pouvoir aux civils. Et ça aurait donc facilité la chose. Parce que pendant 19 ans, on a pensé que le parti MRND qu'on a façonné, on a phagocyté, c'était donc l'emblème des militaires. Alors, à travers le pouvoir militaire, dans un parti politique monopartite, le MRND, les militaires qui ont fait le coup d'État, et entre eux,
ils se sont chambardés, ils ont voulu se renverser l'un contre l'autre. C'est là où nous avons le coup d'État avorté du major Théoneste Lizinde, qui était avec les colonels Kanyarengwe et autres civils. Et nous avons aussi donc un certain membre, donc camarade du 5 juillet à la page 121. C'est là où monsieur, donc major, sinon général Neretse, nous raconte que la première personne à saper et les acquis de la révolution de 59 et de la République rwandaise et ou sinon serait le colonel Aloïse Nsekalije. Il vient donc en tête, ici à la page 121. Ça, c'est au niveau donc des camarades du 5 juillet. Pourquoi il le dit? C'est parce qu'il dit que toutefois qu'il était là donc dans les affaires, comme numéro 2, donc au général Abiyarimana, soi-disant, même si le numéro 2 était le secrétaire général du MRND en la personne de Bonaventure Abimana. Ce dernier se présentait comme numéro 2 au pouvoir. Alors, originaire d'Obushiru comme le président Abiyarimana, donc, et également promotionnaire d'Abiyarimana dans l'armée en 1960, lui, il n'a fait que désobéir celui qui était son président et il n'a fait que le saper dans plusieurs domaines, à savoir le détournement de fonds, la désobéissance à son président et même aller jusqu'à se vanter dans la région du Sud en disant aux gens du Sud, il était, je pense, à Gitarama ou à Boutaré, en disant que vous, les sudistes, nous avons fait notre coup d'État les nordistes, alors vous également faites votre coup d'État si vous n'êtes pas content. Alors, dans un pays où il y a la convivialité, où il y a donc, comment appelle-t-on, la coexistence pacifique, donc des commentaires du genre montrent que c'est pour saper ce que nous avons appelé la République rwandaise, parce que tu es en train de dire à une partie donc du pays qu'elle n'est pas donc concernée ou elle n'est pas invitée à la gestion du pouvoir. Voilà donc en gros ce que je peux répondre comme tentative de réponse. Merci beaucoup, merci beaucoup. Maintenant, à Madame Kamiruninya, sans toutefois entrer dans le livre, mais en voyant justement ce qui se passe, on essaie de tracer une comparaison entre ce que l'auteur a écrit et ce que nous voyons et ce qui est commenté enfin, dans les sociétés, dans les cercles des Rwandais, un peu partout, que ce soit au Rwanda, que ce soit à l'extérieur, que ce soit en Belgique, que ce soit en France, mais on sait de quoi on parle. Et là, Jean-Jacques vient de nous parler de Zekarij, tant que l'un des camarades du 5 juillet, qui aurait joué un grand rôle justement dans la déstabilisation, voire même dans l'assassinat de la République. Et connaissant Sekaï, on connaît aussi qu'il a joué un grand rôle dans le gouvernement, notamment dans l'administration. Il était ministre, il fut un grand ministre, et ministre de l'Éducation pendant longtemps. Et c'est à ce moment-là qu'on parle de la politique de l'équilibre ethnique et régional. On sait que cette politique a été suivie ou bien, je sais pas à quel niveau, mais au niveau de l'éducation, les enfants qui devaient accéder à l'éducation secondaire, il fallait que ça passe par cette politique d'équilibre régional et ethnique. Par contre, certaines personnes disaient que, en fait, même si cette politique était respectée, que ça allait avoir des fruits. Mais par contre, Ken Sekarij n'a pas respecté cette politique. Qu'est-ce que vous en pensez, Camerouni? Est-ce que vous avez aussi rencontré des gens qui parlaient ainsi? Oui, oui, beaucoup de gens, en tout cas, parlaient de Nsekalije comme quelqu'un qui était très, très corrompu au niveau de la répartition des écoles, enfin des places dans les écoles. Et donc, quand tu entends beaucoup de gens, enfin, ils disent il fallait absolument lui donner un pot de vin pour qu'il accorde
des places à certaines personnes. Et puis, il y avait aussi, il y en a qui disent, sûrement que ceux qui connaissent ces histoires-là pourront le raconter, ils disent que sa femme aussi, il avait attribué des places à sa femme qui pouvait les distribuer à ses copines et tout ça. Et donc, oui, enfin, au niveau de l'enseignement, en tout cas, c'était très corrompu. Et c'est dommage parce que le système qui avait été mis en place, en soi, n'était pas... Enfin, pour un pays qui émergeait, qui sortait de cette féodalité, qui sortait, où il y avait très peu d'écoles, où on voulait avoir quand même un enseignement de qualité au lieu de privilégier la qualité. Enfin, la quantité ne pouvait pas tout de suite venir, donc ils ont privilégié la qualité. Et donc, si ça avait été respecté, de dire, bon, de cette des préfectures, de chaque préfecture, on sortira autant d'élèves plus ou moins, l'équilibre ethnique qui avait été mis en place, même si en soi, enfin, en soi, ce n'est pas bien, mais après, il faut aussi voir dans quel contexte ça avait été mis, parce que à l'époque féodale, à l'époque monarchique, les histoires ethniques étaient quand même là, et à cette époque-là, c'était que l'élite Tutsi qui pouvait aller à l'école, pour la plupart, et les autres ont pu peut-être aller dans des établissements catholiques. Et donc voilà, par rapport au contexte qui prévalait à ce moment-là, l'équilibre ethnique n'est pas choquant en soi. Après, c'est ce qu'on en a fait qui est devenu n'importe quoi, qui n'a pas été bien géré. Et alors, avec la corruption qui était galopante dans ce secteur, dans ce domaine-là, le domaine de l'enseignement. Et ça, c'est très dommage. Et je pense que le président Abiyarimana aurait dû être ferme et se dire, bon, celui-ci, en fait, il ne nous permet pas d'évoluer comme on veut évoluer. Il aurait dû le destituer bien avant que le système ne soit aussi corrompu, quoi. Mais bon, évidemment, avec les affinités, le fait que c'était un camarade du 5 juillet, sûrement peut-être un ami d'enfance, que sais-je, il a eu peut-être du mal, ses sentiments ont été plus forts que, 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 que le fait d'être ferme à, par rapport à l'efficacité du système, quoi. Donc, et ça, c'est dommage. Donc, c'est des petites erreurs comme ça qui se sont accumulées et qui ont fait que, voilà, ça a créé beaucoup de mécontentement. Et ce qui a donné une bonne brèche au FPR quand ils ont attaqué. Oui, ok, merci beaucoup, hein, et c'est compréhensible, je suis d'accord avec toi. Ce sont ces petites erreurs, enfin, je ne sais même pas si on peut dire des petites erreurs, C'est ironique, ah oui, voilà. ce sont des erreurs vraiment grotesques qui ont conduit à la chute de la République. Moi, quand je parle, en fait, là, je retourne sur les trois catégories dressées par le major Neretse. Moi, normalement, de ces trois catégories, il y a une catégorie que je condamne pas. Ceux-là même qui ne voulaient pas que la République naisse, tu ne peux pas les accuser de l'avoir tué. Parce qu'en fait, eux, ils se sont donné l'objectif de tuer la République. Donc, moi, je ne les accuse pas. Ils faisaient ce ils avaient à faire. Par contre, parce que tu ne peux pas, tu ne peux pas accuser quelqu'un de faire quelque chose et de ne pas avoir évité cette chose. Donc, eux, ils ont fait ce qu'ils allaient faire, donc on ne peut pas les accuser d'avoir tué la République parce qu'ils ne voulaient pas la République. Ça, c'est un. Par contre, les deux autres catégories. Là, Jean-Jacques vient de parler de Nsekarije en tant que l'un de la catégorie de ceux-là qui devaient même protéger ou défendre les acquis de la révolution de 1959. Par contre, il y a une autre catégorie. Et Jean-Jacques, justement, c'est à toi la parole. Cette autre catégorie qu'on voit bien émerger le moment du multipartisme. Au moment de la guerre, quand le FPR lance la guerre, lance l'attaque contre le Rwanda, et en tout cas, dans ce procès,
Moi, je ne les accuse pas parce que s'ils avaient pris la décision, on va attaquer la République, on va détruire la République. Moi, je vais regarder le côté de ceux-là qui devaient défendre la République. On voit que les camarades du 5 juillet, même ceux-là, même, ils tuaient la République. Il y a d'autres catégories de gens qui ont émergé pendant le multipartisme. Est-ce que Emmanuel Neretse en parle, Jean-Jacques Bosco? Ben, écoutez, je sais, ben, vous me suivez. Très rapidement, je dois rectifier une chose dans ce que nous venons de dire à propos de l'équilibre ethnique et régional. Et donc, l'équilibre ethnique et régional a commencé en 1972, sinon légèrement avant, avec la Première République, parce que du temps de Kayibanda, on pensait que les Tutsis avaient beaucoup étudié au détriment des Hutus. Et là, on avait commencé aussi pour que les gens qui nous écoutent ne pensent pas que nous sommes des amateurs ou des jeunes. Alors, aussi, Une seconde, une oui, seconde. En fait, il oui, faut que aussi les gens comprennent que l'équilibre, c'était bien. oui, Parce tout que à fait. si quelqu'un ne veut pas l'équilibre, c'est-à-dire qu'il prône pour le déséquilibre. Tout à fait, tout à fait. Et Madame Camille l'a très bien dit, l'équilibre n'est jamais mauvais. Et d'ailleurs, pour l'illustration, si on disait que les Tutsis actuels devaient partager le pouvoir avec les Hutus de façon équilibre, tout le monde serait content, même si ce serait la monarchie. Pas de problème. Alors, très rapidement, en 1979, du temps du ministre Moutembe Rézi Pierre Claver, c'est là où le comité central a voté cette fameuse réforme scolaire, 79. Et c'est Kaligé, je pense qu'il a pris la relève sur Moutembe Rézi dans le domaine de l'éducation, ministre donc de l'éducation en 80, je pense en 80, 81, parce que je suis l'aîné de cette réforme. Et ce n'est pas lui qui a pratiquement inventé, sinon systématisé la réforme. C'était le comité central du temps de Moutemberezi, mais on l'a limogé parce que donc c'était son temps de partir en tant que ministre de l'Éducation. Mais comme vous l'avez toujours dit, nous le savons, le colonel ministre Nsekalije n'a fait que donc saper cette initiative qui était bonne et qui avait comme objet ruraliser l'enseignement. C'est pour cela qu'on a créé les 8e et les 7e années pour enseigner les métiers et rendre l'enseignement rural un petit peu, mais c'était aussi une petite erreur. Alors, maintenant, et quand on parle de ces derniers, ces politiciens donc de la mouvance des partis politiques en 91, Emmanuel Neretse donc en parle et même dans son introduction, il a dit que par erreur ou d'appréciation ou par et donc médiocrité pour dire incompétence ou par donc lui même dans ce livre ou par donc vengeance et selon certains avantages ou oppressions, ces derniers aussi sont venus dans cette démocratisation, mais avec intérêt et avec motivation donc de se venger certains contre ou sur les autres. Il en parle. C'est comme ça qu'il en parle. Merci beaucoup, merci beaucoup. Madame Kami Runyinya, à toi la parole. Maintenant, on va passer à on va essayer d'éplucher justement ce type multipartisme, la partie multipartisme, en fait, qui est né du temps, enfin, qui est né au temps de la guerre. Il y en a beaucoup de gens qui croient que ce n'était pas le moment d'avoir beaucoup de partis ou bien plusieurs partis politiques, alors qu'on était aussi sur le front armé. Qu'est-ce que vous en pensez, Madame Camerounina? Moi, je suis d'accord avec ces personnes-là parce que en temps de guerre, euh, faire deux fronts, donc il y avait le front de la guerre, puis le front des opposants. Donc c'était deux fronts très, enfin, on va dire très féroces, très durs qu'il fallait affronter. C'était pas le moment oui, d'établir le multipartisme, mais bon,
est-ce que le président Abiyaman avait le choix avec la pression de la France, avec la, la conférence de la BOL qui disait que les pays qui ne veulent pas de multipartisme ne recevront plus de l'aide de la France et compagnie. Donc, ça a été, moi je pense que c'est cette conférence de la BOL, enfin, en tout cas, le fait de devoir mettre, enfin, établir le multipartisme, c'est vraiment tombé au mauvais moment. Surtout que, voilà, avec ce qui s'était passé en 73, les mécontentements qu'il y avait eu, et puis avec l'équilibre ethnique et régional qui ne tournait pas comme il fallait. Enfin, il y avait trop de mécontentements pour que ce multipartisme marche pendant une guerre qui était une guerre de conquête. C'est pas comme si c'était des gens qui demandaient, enfin, le FPR quand il a attaqué, c'était pas des gens, des tendres qui disaient, bon, écoutez, on vous attaque un tout petit peu, mais en fait, ce qu'on veut, c'est négocier avec vous pour que on voit comment on va trouver des solutions. Non, c'était pas ça, c'était une guerre de conquête enfin, à ce moment-là, le multipartisme, les opposants auraient dû comprendre que qu'il donnait, enfin, qu'il donnait de la force à l'ennemi qui avait attaqué l'ennemi. C'était des Rwandais, des réfugiés rwandais et tout. Mais je veux dire, ils ont attaqué par les armes. Donc, les opposants, à ce moment-là, je crois ils auraient dû écouter, enfin, se concerter, se dire, écoutez, là, on est dans un moment critique pour sauver notre pays. Faisons d'abord front contre les attaquants, voyons ce qu'ils veulent, voyons comment négocier avec eux, mais sans être avec eux, parce que ce qu'a fait l'opposition, c'est que et c'est tout de suite mise avec l'ennemi. Enfin, quand je dis l'ennemi, c'est entre guillemets, pour pouvoir renverser le président Abiyarimana en pensant que c'était la meilleure solution pour eux, que c'était un raccourci. Euh, mais au final, ils se sont rendus compte que ce n'était pas la meilleure solution. Ils se sont rendus compte qu'ils se tiraient une balle dans les pieds, d'où l'opposition a fini par se scinder en deux aussi. Donc, nous, on a eu le PAWA et les autres. Et donc, ça a été vraiment le cafouillage total, oui, qui a fragilisé le pouvoir en place, enfin, qui a fragilisé ceux qui pouvaient en tout cas lutter contre cette attaque de conquérants, quoi. Merci beaucoup, merci beaucoup. Jean-Jacques Bosco, avant d'aller à la conclusion, Madame Cameruninya introduit un élément très important, la pression, la pression étrangère sur le régime en place, et notamment sur le président Habyarimana. Et là, ça me fait penser, ça me fait réfléchir. Les gens comme Mitterrand, ou bien les étrangers, en général, l'Occident, qui faisaient la pression comme quoi pour le respect de la démocratie, la restauration du multipartisme et ainsi de suite. Est-ce que ces gens-là, moi, je me dis que peut-être il faudrait créer aussi une catégorie pour eux. Est-ce que d'après ce que vous avez lu dans ce livre, vous croyez que Mitterrand et autres et l'Occident, est-ce qu'ils y rentrent dans l'une de ces catégories ou bien il faudrait qu'on dise au major Neretse, il faut créer une quatrième catégorie parce que voilà, il y a ceux qui ne voulaient pas la République, et voilà, et notamment le FPR et puis les Ignenzi et leurs descendants, et puis il y en a ceux qui devaient défendre la République qui ne l'ont pas fait, et puis les autres qui croyaient qu'ils jouaient bien sûr la démocratie parce que c'était leur droit. Voilà, ils voulaient participer aussi au partage du gâteau national. Mais aussi, il y a une catégorie de l'Occident et des étrangers. À toi la parole. Ouais, donc, merci beaucoup. Je pense que certaines personnes se trompent sur certaines analyses
en disant que c'est l'Occident, c'est la communauté internationale, c'est les États-Unis, c'est la France, c'est l'Angleterre qui fait basculer le monde et qui nous a causé tout ce malheur. Je pense qu'il devrait se détromper de ça. Donc, il y a certains leaders politiques, même ici, et dans la diaspora réfugiée, qui en parlent souvent, et surtout quand ils ont été du côté du FPR et qu'ils ont vu que donc c'était pas facile, ils ont voté par le pied fuir. Et moi, je suis totalement en désaccord parce que depuis le 15e siècle, en passant par 18e siècle, les années 60 de démocratisation, d'indépendance, toujours l'Occident a fait ce que nous appelons l'ordre mondial. Comment nous allons gouverner le monde, l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Asie, tout ça. Comment nous allons donc les dominer? Comment nous allons exploiter les matières premières? Il n'y a pas de colonisation, on change dans ce qu'on appelle le néocolonialisme. Donc, que ces derniers se détrompent. Pourquoi? Parce que le garde les pays du Sahel, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger, ont bouté dehors la France et ils s'en sortaient très très bien. Bon, en ce qui concerne le Rwanda, donc le major que j'appelle le général Neretse en parle. Il dit que la Belgique a joué un rôle très important, surtout avec les politiciens donc belges comme Jean Gol et comme donc d'autres ministres, pas Martins, et également comme les journaux et les journalistes belges Marie-France Cross et également l'autre dame. Et ils ont joué donc énormément le rôle du FPR et même dans les négociations d'Arusha, une partie de la Belgique où certains politiciens belges ont fait pression sur le président Abiyarimana. Et en parlant de Mitterrand, pour Mitterrand, je n'en parlais pas beaucoup parce que lui, quand il a organisé la conférence de la BOL, il parlait à tous les présidents africains. Certains ont adopté la démocratisation, à commencer par le major Pierre Buyoya du Burundi et également d'autres pays donc, sont tombés dans ce que nous avons appelé les conférences, donc les conférences nationales, y compris le pays d'à côté, le Congo. Mais Le Zaïre dans le temps. le Zaïre d'antan de Mobutu. Mais ce que et puis, généralement, de façon générale, on a attaqué le Rwanda avec l'idée, par contre, d'occuper le Congo. Le Rwanda, c'était seulement un tremplin, c'était un passage. Mais ce que je voulais dire ceci, c'est que la question était de savoir si le président Abiyarimana devait s'en sortir. À lire le livre de Neretse, on voit qu'il ne pouvait pas s'en sortir parce qu'il y avait 1001 problèmes. Le premier problème, c'est le problème des réfugiés rwandais qui étaient dans l'armée régulière ougandaise et qui occupaient de très importantes donc, positions, à savoir le général Guigema et Paul Kagame et d'autres. Et dans les hommes de troupes et également dans le commandement, mais beaucoup plus dans la garde présidentielle rapprochée de Museveni. De un, il ne pouvait pas s'y échapper. De deux, les amis d'Abiyarimana, surtout que quand il faisait des gouvernements et ces histoires de comité central, il enrôlait ses camarades de classe et avec lesquels ils ont fait le séminaire à Kabwayi ou avec lesquels ils ont fait le collège Saint-Esprit à Bukavu ou avec lesquels il a étudié à Kinshasa à l'Uvanium ou avec lesquels il est entré dans l'armée dans les années 1960. Alors, ce conglomérat de camarades, vers la fin du régime 19 ans, il s'était tourné contre lui et le major général Neretse en parle. Le numéro 2 ici, dans ce livre, c'est le numéro 2, je pense que c'est Jean Berkimas Abraham Birara. Lui, il a fait la même école avec Juvenal Abiyarimana à Kabwayi au séminaire avant d'aller finir ses études au Saint-Esprit à Bujumbura. Je parle de Biran Jean Berkimas. Le numéro 3, c'est, je pense qu'il parle de Joseph Kavaruganda. Joseph Kavaruganda, lui aussi, il a fait le séminaire, même classe avec le président Abiyarimana à Kabwayi. Vers la fin, il était donc
le juridique, donc le président de la Cour constitutionnelle et autres inamovibles, il s'est tourné contre Abiyarimana. Et de fait et de facto, c'est lui-même qui avait conseillé au président Abiyarimana de dire, c'est ce que j'ai lu dans ce livre, de dire que le Rwanda est plein, c'est comme un verre qui est dans une bouteille pleine, que donc les réfugiés n'ont aucune place. C'est lui, Kavarugana, qui avait conseillé ça. Et je le dis donc partant de ces pages ici. Alors, le numéro 4 dont on parle, c'est Valens Kajiguhakwa. Lui n'a jamais fait école avec le président Abiyarimana par affiliation de Jean-Berkemas Birara et également d'autres. Il est devenu l'ami du président Abiyarimana et vers la fin, celui qui a donc fait la machination pour faire entrer donc les éléments infiltrés et avant d'attaquer le Rwanda. Alors, le numéro 5, c'est André Katabarwa. André Katabarwa qui fut ministre pendant plus d'années, plus de 20 ans d'ailleurs, parce que je pense que Katabarwa était ministre. Non, il a commencé avec la Deuxième République. Alors, Katabarwa, lui, il a étudié avec le président Abiyarimana au collège Saint-Esprit à Bukavu et ils ont continué ensemble à l'Ovanium à Kinshasa avant donc de rentrer par... On ne t'entend plus. Ah. Oh, vraiment? Oui, là, il y a quelques phrases que tu as dites, on ne t'entendait pas. Ah, d'accord. C'est parce que André Katabarwa, lui, il a fait école avec le président Abiyarimana au collège Saint-Esprit à Bukavu et ils ont continué ensemble à Kinshasa, rentré au Rwanda. Il fut ministre aussi et ambassadeur plus de 20 ans. Lui aussi a sapé le président, c'est selon Emmanuel Neretse. Et puis le numéro 6, c'est... l'ambassadeur, sinon le sergent Oualijolo Bonaventure, lui, ils se sont rencontrés donc à l'école des officiers en 1960. Il l'a mis à côté comme son ami et dans plusieurs ambassades éclairées en Europe. Et vers la fin, tous ses amis qui ont gangréné et le pouvoir pendant plus de 20 ans, alors ils étaient devenus des traîtres. Alors maintenant, vous vous souviendrez que la nuit du 4 octobre 1990, quand le FPR venait d'attaquer 3 jours après, on a fait ce théâtre des Ibjitso. Donc, on a appréhendé plusieurs personnes et ça aussi, ça a pratiquement balayé ce qui allait être l'unité nationale. Vous vous souviendrez que les gens qui se sont enrôlés dans l'opposition, la plupart de ces leaders avaient été emprisonnés durant ces événements du 4 octobre 1980. Alors, à vous être honnête, la guerre était préparée par les FPR, mais ceux-là aussi ne savaient même pas pourquoi ils se battaient. C'est avec le temps qu'ils ont vu qu'il y avait d'autres enjeux qui étaient donc endormis et qui s'étaient réveillés pour que la guerre soit vite, gagnée. Alors, donc, en une phrase, c'était pas facile d'échapper à cette catastrophe. Malheureusement, aussi, la manière, donc le major Neretse en parle, la manière dont le gouvernement rwandais d'Abiyarimana et consorts a géré cette crise au niveau militaire, donc ça laisse aussi à désirer. Merci beaucoup Jean-Jacques. Et avant de partir justement, le major Neretse finit par donner une leçon, surtout aux jeunes générations, essayant de montrer qu'il ne faut pas tomber dans le même piège. Et en un seul mot, est-ce que Madame Camerounina, en regardant ou en observant ce qui se passe dans l'opposition, société civile, ceux-là même qui luttent pour le changement pacifique, la transition politique au Rwanda, est-ce que vous avez l'impression que les gens ont compris qu'il ne faut pas tomber dans les mêmes pièges? Non, je dirais qu'ils n'ont pas vraiment compris. Parce que quand tu regardes, quand on voit comment les différentes personnalités de l'opposition se mettent des bateaux dans les roues, s'insultent, s'envoient des noms d'oiseaux, c'est assez lamentable en fait. C'est lamentable et je trouve que
les gens n'ont pas compris que pour faire changer les choses, il faut se mettre ensemble, il faut agir ensemble. On n'a pas les mêmes idées, on n'a pas tous les mêmes idées, on ne voit pas tous les choses de la même manière, mais il y a sûrement un objectif pour lequel on lutte tous ensemble, on lutte tous, on a quelques objectifs communs qu'on devrait quand même, enfin, qui devraient primer par rapport aux autres petits soucis qui sont à côté. Parce que par exemple, quand tu vois, il y a encore ces petits soucis, enfin, ces problèmes de Kiganduga. Ah non, ceux-là, ce sont des Wachiga. Ah non, ceux-là, c'est les Wanyenduga. Ah non, ceux-là sont les Tutsis qui étaient au FPR. Ah, ceux-là, c'est. Enfin, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Et donc, et ça, c'est grave parce que tout le monde aspire à vivre au Rwanda. Mais je ne sais pas comment les gens pensent renverser un pouvoir et aller vivre au Rwanda si déjà on n'arrive même pas à vivre ensemble à l'étranger. Donc c'est assez lamentable et je trouve que si les gens ne se remettent pas en question assez rapidement, voilà, ça ne vaut même pas la peine de lutter en fait, puisqu'on lutte chacun dans sa direction. Il y a 1000 directions. Comment voulez-vous qu'on arrive à une seule direction? Donc les gens de l'opposition, surtout les politiciens, parce que c'est eux quand même qui, euh, qui veulent atteindre le pouvoir, qui veulent changer les choses au niveau politique, devraient se remettre en question assez vite parce que sinon c'est perdu. Donc sinon, on va, comme on dit en Kinyarwanda, tuzaraga abana ibyatunaniye. Donc on va donner comme héritage à nos enfants ce qu'on n'a pas pu faire nous-mêmes. Mais ces enfants, qu'est-ce qu'ils vont faire si ils ont eu comme exemple des gens qui s'entre-déchirent? Merci beaucoup, Madame Camerounigna. Et notre émission touche à sa fin, mais on ne va pas partir sans dire bonjour à nos téléspectateurs, surtout ceux-là qui ont contribué au dialogue ou bien à la conversation. Il y a Massoudi qui se demandait si justement il ne s'agissait pas d'une rediffusion. Et puis il y a Parmehutu Kiane que nous saluons et il dit salutations chaste. Ceux et celles qui sont ici, surtout au Rwanda insoumis, et oui, un Rwandais insoumis. Camille Nigna, elle est là, bien sûr. Merci d'être venu, Camille Nigna, notre sœur. Parmi autres années, et puis nous allons dire bonjour à Zucchero, à Lino, et puis il y en a. Lino a posé une question. Comment peut-on dire qu'il y a un équilibre ethnique alors qu'on parle du génocide des Tutsis, alors qu'on a perdu plus de 800 000 humains officiellement? Je ne sais pas. La question n'est pas trop compréhensible. Et il y a Omoïre Patrick que je salue. Et puis, il y a Moïse Patrick, il a posé une question ou il a fait un commentaire. Salut à tous. J'aimerais savoir si l'importance de la langue française dans les chaînes d'opposition. Vous vous adressez à qui, pourquoi? Scovia avait raison. Écoutez, je crois que on vous a répondu justement. Cette chaîne n'est pas uniquement au Rwandais. Il faut aussi parler, il faut adresser la parole aussi aux autres qui ne sont pas rwandais ou bien aux autres qui parlent aussi d'autres langues. C'est pour cela on a Et pris. aussi Oui, oui, à vas-y. la jeunesse rwandaise qui ne parle pas Kinyarwanda, malheureusement. Si on ne veut pas apprendre à nos enfants notre langue pour qu'ils puissent nous comprendre, bah, il faudra bien leur parler dans les langues qu'ils connaissent, donc Ça, c'est dont le français. ça, c'est Comment très voulez-vous que la jeunesse connaisse l'histoire du Rwanda si on ne lui parle pas? et surtout que Écoutez aussi, mes chers collègues, en notre commentaire à propos de cette question. Je m'étonne toujours que ces Rwandais, surtout ces anciens qui nous dépassent en âge, n'arrivent même pas à se défendre quand il s'agit des interviews et devant le monde international. Et le major Neretse l'illustre avec beaucoup d'éclat et brio. Il dit: quand la guerre contre le FPR a commencé, l'armée régulière rwandaise n'avait pas de porte-parole militaire. Alors, quand les journalistes belges ou étrangers arrivaient, on ne savait qui va donc parler au nom de l'armée et non seulement ça,
Les gens donc ne savaient même pas comment s'exprimer en français. C'est écrit ici. Alors, mais quand vous voyez les gens du FPR, parfois, ils arrivent à se défendre très rapidement dans des langues étrangères, alors que, ben, j'allais dire les Hutus, mais n'arrivent même pas à s'exprimer. Oui, oui, c'est ça. Et ils ont fait des études universitaires, et au Rwanda et à l'étranger. Je vais vous donner un exemple. Quand j'ai travaillé à la télévision, on a invité un certain juriste, il s'appelait Sebazungu. Il avait fini ses études à Rwanda, il était juriste, et quelque part au ministère, on lui a dit, monsieur le directeur général, est-ce que tu peux nous donner un petit morceau en français? Je pense qu'il a pu même peut-être faire pipi dans ses pantalons. Je m'excuse. Pas juste que les gens Oui. étudiés n'arrivent pas à s'exprimer. C'est ça, c'est ça. Justement, il faut qu'on casse il faut qu'on casse cette, Ce mythe. il faut qu'on casse ce mythe, il faut qu'on ouvre les horizons. On ne va pas parler entre nous tout le temps. Il faut que aussi on puisse véhiculer le message en dehors de nos frontières. Voilà, et je crois que le message est très bien clair. Et Lino lui avait bien sûr répondu. Lino lui avait dit, bien sûr, quand on parle en langue française, c'est-à-dire qu'on s'adresse à ceux-là même qui comprennent cette langue. Alors, Jean-Jacques Bosco et Camille Nigna, 30 secondes à chacun pour clôturer. Oui, mais enfin, après, on peut encore dire beaucoup de choses concernant ce livre ou alors le sujet en général. Mais moi, ce que je peux conseiller aux gens, c'est de lire le plus possible parce que beaucoup de choses sont consignées dans les livres et c'est dommage de voir qu'il y a encore beaucoup de gens qui pensent que lire, ce n'est pas important, ils savent ce qu'ils savent et que c'est assez. Non, on ne pourra pas comprendre notre histoire, on ne pourra pas trouver des moyens de changer les choses si on n'y passe, si on ne voit pas ce qui s'est passé dans le passé et qu'on confronte plusieurs vérités, entre guillemets, parce que les gens ne voient pas les choses de la même manière et n'ayant pas été aux mêmes endroits au même moment. Donc voilà, il est important de lire plusieurs livres sur un sujet pour avoir une idée beaucoup plus correcte de ce qui s'est passé et de pouvoir alors partir de là pour changer les choses. Merci beaucoup. Jean-Jacques Bosco. Alors, donc, brièvement, je lance un appel à ceux qui veulent donc se joindre à nous pour cette édition française, s'il vous plaît, surtout les jeunes, donc de faire demande à Chaste Gahunde, à Madame Camerounina ou à travers moi-même, c'est très important. Nous avons besoin d'une autre équipe qui peut donc donner beaucoup plus d'énergie. Je ne sais pas si vous conviendrez avec moi. La deuxième chose que j'allais dire, c'est de remercier donc le major général Emmanuel Neretse pour ce livre, parce que moi, je l'ai lu 2 fois de suite. C'est bien écrit, c'est bien détaillé et il écrit des choses sans état d'âme. Il parle de choses de manière vraiment honnête et directe, ce à quoi je ne m'attendais pas. Je pensais qu'il allait donc exonérer le régime donc qu'il a servi. Alors enfin, et Madame Camerounini avait parlé des politiciens donc se trouvant ici dans soi-disant la diaspora ou je ne sais pas comment vous l'appelez, mais à l'étranger. Et le major Neretse, quelque part, il a fait un similaire en disant que les gens qui sont partis négocier à Arusha, ils ont fait de l'amateurisme, qu'ils étaient des amateurs, raison pour laquelle ils n'arrivaient pas à se défendre. C'est déjà écrit ici, je n'invente rien. Alors, je pense que peut-être Chaste ne va pas accepter, mais je pense que des politiciens que nous voyons ici sont des amateurs. Ça, c'est à la page 102. Alors, Chaste, il est politicien, il n'a qu'à se défendre, mais nous n'avons pas de politiciens selon moi. C'est donc... Alors, faut occuper la place. Quand tu vois les amateurs, alors, oui, c'est-à-dire qu'il y a une opportunité qui se montre, il faut la saisir. Vas-y, oui. occupe la Donc, place, parce que si tu vois les amateurs, bien sûr, il faut les limoger et tu prends la place.
Non, Parce que CNRD qui je te dit. dis que le Rwanda a besoin de politiciens, a Oui. besoin d'hommes politiques. Du coup, on ne peut pas dire, ici, on n'a que les amateurs. Il faut créer, il faut engendrer, il faut créer des politiques, des hommes politiques. Ben, je vous comprends. C'est Nérété qui dit l'amateurisme lors des négociations d'Arusha, page 102. Mais Ah, moi, ça, ouais, ça c'est à Arusha, c'est pas ouais, aujourd'hui. ouais. Mais alors, j'ai fait un similaire avec nos politiciens et puis moi, je suis académicien. Parce que, selon moi, la définition de la politique, c'est l'art de rendre sa vieillesse en enfance. Tu es un vieux, mais tu penses comme un gamin. C'est comme ça que nous, les philosophes, définissons la politique, peut-être avec des nigromans, mais c'est comme ça. Alors, sur ce, je finis. Et merci beaucoup, Chaste, merci beaucoup, Akami. Alors, Chaste, tu peux conclure, hein? Ok, merci beaucoup. En tout cas, je vous remercie comme d'habitude et on se donne rendez-vous mardi prochain à la même heure et on va annoncer le livre qui sera discuté ou qui sera épluché ce jour-là. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous garde et vous bénisse. Je vous aime bien, comme vous le savez, et à bientôt. Ciao, ciao. Au revoir. Au Au revoir, mon revoir. frère, au revoir, ma soeur. Dans les collines qui veillent sur nos mémoires, dans le souffle des rivières, on entend nos histoires. Rwanda, Congo, Burundi et l'Ouganda, Tanzanie, Kenya, 6 voix, une seule voix. On a pleuré les ombres, on a porté les chaînes, mais nos voix se relèvent, plus fortes que la peine. Debout, debout, peuple des grands lacs, que nos chants résonnent, que nos pas se redressent. Pour la justice, pour la paix, pour nos terres qu'on protège. Debout ensemble, unis dans la promesse. Oh, les montagnes murmurent les noms qu'on n'oublie pas. Les enfants rêvent d'un monde où la peur n'existe pas. De Kigali à Kampala, de Bujumbura à Goma, de Dar es Salaam à Nairobi, nos voix se lèvent à l'unisson là-bas. On marche pour nos droits, on marche pour nos frères, pour nos sœurs qui se relèvent pour un avenir meilleur. Dans les larmes du passé, nos mémoires se relèvent. Génocide des Tutsis, génocide des Hutus, que nul jamais ne soulève. Les cicatrices sont profondes, mais nos cœurs disent encore qu'aucune vie ne soit brisée pour le pouvoir ou l'or. Nos terres ont trop souffert du pillage des ressources. Que justice soit lumière et que l'histoire change de course. Pas de haine dans nos mains, seulement la vérité. Pas d'armes dans nos cœurs, seulement la liberté. Nos voix sont nos flambeaux, nos rêves sont nos routes. Et le monde écoutera un jour sans aucun doute. Debout, debout, peuple des grands lacs, que nos chants résonnent, que nos pas se redressent. Pour la justice, pour la paix, pour nos terres qu'on protège. Debout ensemble, unis dans la promesse. Debout, debout, peuple des grands lacs. Notre force est un fleuve, rien ne l'arrêtera. Rwanda, Congo, Burundi, Ouganda, Tanzanie, Kenya, un seul trac. Debout, unis, unis, debout. Et la paix triomphera.